Merci, mesdames et messieurs, pour cette confiance que vous ne cessez de nous faire. On se retrouve encore en cette soirée pour votre émission Entretien, cette émission dans laquelle nous parlons de l'actualité sociopolitique de notre pays, la République démocratique du Congo. Quelle issue pour Matata Ponyo dans le dossier Bukanga Lonzo qui l'oppose bien évidemment à la justice congolaise. On va en parler dans cette émission et aussi toucher quelques points d'actualité avec Joseph Edeba, qui est cadre du parti politique cher à Matata Ponyo LGD, Leadership, Gouvernance et Développement. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour Monsieur Dion, bonjour à tous les téléspectateurs de votre émission Entretien, une émission suivie. J'ai le plaisir de me retrouver évidemment aujourd'hui avec vous au plateau pour discuter, bavarder des sujets qui sont abordés dans l'actualité politique de notre pays. Merci beaucoup. Alors, d'entrée des jeux déjà, ça sera d'ailleurs la première question. Quelle issue pour votre leader dans ces dossiers qui l'opposent face à la justice? Aujourd'hui, il faut dire que l'issue réservée à un procès non équitable, l'issue réservée à un procès factice, est bien connue. C'est que le pouvoir veut la tête de messieurs Matata Ponyo. Aujourd'hui, la compétence est un délit. Bien servir la nation est une infraction sous l'UDPS. Et nous avons compris que l'état des droits, sous la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi, est égal à un état voyou, à un état qui viole les lois de manière délibérée. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions être sous un état de droit où la justice rend l'injustice. Donc, ça veut dire que l'illustration parfaite de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est le déroulement du procès parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Comment vous pouvez expliquer à la population que la Cour constitutionnelle, siégeant en premier au dernier ressort sur l'affaire Bukanga Lonzo, puisse rendre un arrêt depuis le 15 novembre 2021, ensuite revenir sur un arrêt rendu par elle-même? Voilà les grands soucis. Parce qu'il est dit dans la Constitution, en son article 168, que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles à aucun recours. Que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à toutes les juridictions, militaires, administratives, judiciaires. C'est-à-dire que même les juges qui rendent cet arrêt-là n'appliquent compétence à revenir sur l'arrêt rendu de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'était un arrêt ou c'était juste une des déclarations de non-compétence de la part de la Cour constitutionnelle? Écoutez, Monsieur John, vous pouvez vérifier. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. C'est la décision de la Cour. Et cet arrêt est rendu au nom du chef, de l'État. Mais exactement, en fonction de la loi. Parce qu'on ne juge qu'en fonction de ce qui est préétabli comme règle et norme de droit. Alors, cette Cour constitutionnelle rend des arrêts au nom du chef de l'État. Est-ce que les gens savent ça? Cette même Cour constitutionnelle rend un arrêt au nom du peuple congolais. C'est-à-dire que quand elle rend cet arrêt-là, c'est en évidence de la réalité de l'acceptation de toute la nation. Mais comment vous pouvez expliquer à la population que cette même Cour puisse violer la loi fondamentale de notre pays qui est la Constitution? Voilà la cacophonie qui témoigne aujourd'hui à suffisance que nous sommes non pas face à un procès équitable. Nous ne sommes pas face à un projet, je veux dire un procès qui garantit l'application de loi comme il se doit, mais nous sommes face à une machination politique. Nous sommes face à un acharnement politique contre un individu qui a servi ce pays avec abnégation. Mais nous le disons parce que il n'y a aucun respect des règles fondamentaux concernant un procès judiciaire équitable. Il n'y a aucun respect de la Constitution. Je vous rappelle que notre président, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo,
a déballé devant la Cour 10 violations de la Constitution pour justement arriver à le mettre devant la barre. C'est-à-dire que pour juger un individu, on devait spécialement concevoir une autre constitution pour lui. Voilà ce que nous vous disons, que c'est un acharnement politique qui traduit évidemment, parce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, que la Cour constitutionnelle rend son arrêt au nom du chef de l'État, au nom de la population, mais aussi cet arrêt est inscrit au journal officiel. Donc, du coup, on doit dire que si la justice ne fonctionne pas à ce niveau, c'est à cause de l'interférence. Non, attendez. L'interférence de la présidence de la République. Parce que le président de la République n'est pas, je ne pense pas qu'il n'est pas informé des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en son nom et au nom du peuple. Donc, nous déduisons et disons ceci, que les procès Boukangalonzo, les procès Parc agro-industriel, pour tout celui qui a suivi depuis les 14 derniers les procès en direct, il a compris que c'est un procès politique qui n'a qu'un seul objectif, viser la tête de Matata. De l'argent destiné au parc agro-industriel de Boukangalonzo, selon ce que vous dites. Matata Pogno, il faut le retenir. Et tous ceux qui nous suivent doivent retenir qu'il n'a jamais détourné un seul rond. J'ai toujours lancé un défi. L'argent s'est volatilisé. Attendez. J'ai toujours lancé un défi dans tous les plateaux de télévision. Que celui qui détient ne serait-ce qu'une preuve, que ce soit aussi vous, M. John, que M. Matata a détourné un seul rond du trésor public, qu'il nous l'apporte. Qu'il nous l'apporte. Puisque vous êtes... Nous sommes Quinois, nous sommes Congolais, nous comprenons comment les choses fonctionnent. Si vous détournez, vous n'allez pas vous cacher, on va vous retrouver. Vous avez suivi les propos de l'IGF. Les inspecteurs généraux de l'IGF, entendus récemment au dernier procès de la Cour constitutionnelle. Mais aucun d'entre eux n'a été à mesure de prouver tacitement que M. Matata aurait détourné 50 000 $ de Boukangalonzo. C'est un vol intellectuel comme non, il n'y a pas de vol intellectuel en droit commun. Vous comprenez? Il faut prouver à suffisance avec de preuves tangibles que M. Matata a demandé, par exemple, à Christo Grobler, que Christo Grobler envoyez-moi 50 000 $ à tel compte bancaire. Il n'y en a pas. Je vous rappelle encore une fois que Matata Pogno est le seul homme politique de ce pays qui a eu le courage, suite aux rumeurs, d'écrire et de saisir Jules Alinguete formellement pour demander à Jules Alinguete et l'IGF d'enquêter sur sa gestion, non pas seulement quand il fut Premier ministre, mais il faut rentrer quand il était encore ministre des Finances. Très loin encore, allez-y jusqu'à vérifier quand il assumait la responsabilité du directeur général de BSECO. Mais qu'est-ce que c'est que ces inspecteurs généraux ont trouvé après fouille? Rien du tout. C'est comme chercher, cher John, de la poux sur une tête de calvitie comme le vôtre. Ah, ce sont des attaques personnelles. Non, c'est justement pour vous dire que à l'œil nu, vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez coincer quelqu'un en rapport avec... Alors, où est parti l'argent destiné à la construction du parc agroalimentaire de Boukangalonzo? D'abord, il faut préciser que les inspecteurs généraux de l'IGF vous ont raconté des histoires ficelées, ça et là. Ils vous ont dit qu'ils ne possédaient pas de preuves. Ça veut dire des pièces qui justifiaient tout le déroulement du projet. C'est-à-dire qu'en droit, quand vous n'avez pas des éléments incomplets, les doutes profitent à l'accusé. In dubio pro reo. Je vais vous dire, mon frère, à moins que vous soyez à l'époque en Mbujimayi, mais à Kinshasa... Mbujimayi qui fait partie des provinces... Si, j'ai dit, à moins que vous soyez à l'époque en Mbujimayi, mais tout celui qui a habité Kinshasa à l'époque a consommé les maïs de Boukangalonzo. Boukangalonzo a commencé sa première production à l'époque. Et cette première production est l'unique. Les débuts, attendez, a été réparti pour la consommation de la population dans la ville province de Kinshasa, déjà pour commencer. Et il faut retenir que le projet Boukangalonzo, parc agro-industriel, n'était que dans sa phase expérimentale. Ça s'appelle le projet pilote. Qui dit projet pilote, c'est un projet d'essai, comme vous l'avez bien défini.
Mais cependant, le projet parc agro-industriel a bel et bien existé. Pendant combien de temps? Non, le problème, c'est qu'il faut se poser d'abord la question, comparativement au parc agro-industriel dans le monde. Ça prend combien de temps pour les bâtir? Ce n'est pas un champ saisonnier où Monsieur John plante des maïs saison A, saison B après. Non, c'est un parc agro-industriel. Qui dit parc agro-industriel exige des études de sol, de recherche, mais aussi les constructions des bâtiments, des édifices, l'équiper de manière industrielle, mais aussi pour une production industrielle. Est-ce que tout cela a été fait? Mais si, à Bukangalonzo, vous avez entendu les inspecteurs généraux de l'IGF vous dire... Je ne vais pas me lancer. Attendez, vous les avez entendus dire devant la cour qu'à Bukangalonzo, il y a une sous-station électrique de 56 MW. Il faut rappeler à la population congolaise que une sous-station de 56 MW, c'est la 3e sous-station de toute la République démocratique du Congo, en termes de puissance. Il n'y en a pas ailleurs. La 3e, c'est tout à Bukangalonzo. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Ça veut dire qu'on a pris le courant de Bukangalonzo jusqu'à, je veux dire, de Linga jusqu'à Bukangalonzo. Ça, c'est un élément. À Bukangalonzo, il y a un aérodrome. C'est que les gens ne savent pas. À Bukangalonzo, il y a des avions épandeurs. Qui dit avion épandeur? Ce sont les avions qui, n'est-ce pas, dispersent de la pesticide au moment de la production, hein, de la sémie, pour éviter à ce que les insectes détruisent les plantes. C'est acheté aux États-Unis. À Bukangalonzo, il y a un système complet d'irrigation. Qui dit système complet d'irrigation? C'est un système complet d'arrosage automatique industrialisé. À Bukangalonzo, il y a des moulins, des transformations. On vous a raconté tout ça. Non, mais moi, je ne suis pas de ceux qui racontent des histoires. Moi-même, j'y étais personnellement. Mais alors, aussi, qu'est-ce qui a fait que... Mais aussi, je me suis renseigné comme il se doit auprès des sources fiables pour vous dire ce que je vous dis actuellement. Vous pouvez vérifier. À Bukangalonzo, ne m'arrêtez pas. Il y a un site complet de silos de stockage. Vous voyez ces tanks, les gros tanks de tonnes, de 7 tonnes, de 8 tonnes, où l'on garde des matières premières produites, je veux dire, les productions, les maïs et tout ce que vous voulez. Là où on stocke. Mais tous ces systèmes-là complets de stockage existent bel et bien à Bukangalonzo. À Bukangalonzo, il y a eu des tracteurs, il y a eu tous les éléments nécessaires. Les moissonneuses-batteuses. Qui se retrouvent aujourd'hui dans des fermes. Qui se retrouvent aujourd'hui dans des fermes des particuliers dont les membres du pouvoir aujourd'hui. Il faut rappeler aux gens que les gens ont transformé Bukangalonzo au champ des chanvres. C'est ce pouvoir-là. Mais la grande question à poser. Non, mais ça date pas d'aujourd'hui, cette histoire du champ de chanvre. Oui. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est depuis. Attendez, mais il faut poser la question. Qui a demandé à ce qu'on stoppe le financement de Bukangalonzo? Parce que jusqu'à ce que Matata Ponyo parte, Bukangalonzo fonctionnait convenablement. Bien... Les rapports de nos amis de Ernst & Young, un cabinet d'audit très réputé à l'international, existent. Bukangalonzo a fonctionné jusqu'au départ de Matata. Mais après Matata, Bukangalonzo nous a produit de la farine du maïs pendant un temps, je peux dire, ça n'a même pas fait 6 mois. Pourquoi ça s'est arrêté subitement? La grande question est de savoir pourquoi les maïs ont été abandonnés dans les hangars pourrissants à Bukangalonzo. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu défection, il y a eu abandon de la gestion du projet. Mais Matata Ponyo est parti du gouvernement depuis 2016. Qui est venu après Matata Ponyo comme Premier ministre? Sami Badi Banga. Sami Badi Banga est venu d'où? Est venu de l'UDPS. On doit conclure aujourd'hui que c'est lui qui a détruit le projet Bukangalonzo. Il avait à l'époque demandé à ce que le projet soit arrêté. Mais attendez, c'est lui qui est venu après Matata Ponyo, c'est lui qui a stoppé tout mouvement de financement de Bukangalonzo. Parce que jusqu'à ce que Matata Ponyo parte, Bukangalonzo fonctionnait. Non. La ville de Kinshasa. Je vous ai dit, je ne vous rencontre pas de choses. Je vous ai donné de références que les rapports d'audit d'Ernst & Young certifient jusqu'au départ de Matata que Bukangalonzo fonctionnait et c'est là convenablement
en se référant aux normes. C'est même rapport certifié que c'est Badi Banga qui avait demandé la cessation des financements de Mais le problème, c'est que vous et moi sommes en train de chercher qui est celui qui a ordonné qu'on stoppe l'élan de ces projets. Parce que le projet fonctionnait déjà. Dans la logique de la continuité de l'État, ça veut dire que quand vous assumez des responsabilités de la primature, vous trouvez soit des projets sur table, soit des projets qui fonctionnaient déjà. Dans les cas échéants, les projets Bokanga Alonso fonctionnaient. Donc pour nous, il faut dire ici que c'est l'UDPS qui a bloqué, n'est-ce pas, l'élan du développement de ce projet parce que Sami Badi Banga venait de la famille politique de l'UDPS. Là, c'est un jeu politique. Ce n'est pas un jeu politique. C'est la réalité parce qu'aujourd'hui, après Matata, c'est le déluge de Bokanga Alonso qui a commencé. Mais pourquoi, maintenant, c'est là qu'on doit se poser la question, pourquoi un projet de si grande envergure doit s'arrêter jusque, donc, après le départ de Matata, le projet s'arrête. C'est lui qui détenait la clé. Non. Vous savez, aujourd'hui, le leadership... Non, pas du tout. C'est le genre d'histoire qu'on entend dans le football. On ne va pas citer les gens ici, mais c'est pratiquement la même chose. Écoutez, monsieur... qui leader quelque part, Balongolier, qui peut gagner les... Écoutez, monsieur John, les nations dans le monde ne développent pas à cause des Nzungu, soi-disant équipe Mokoboye pour la télé. Ce n'est pas à cause des Nganga. Parce qu'au Congo, on a combien de Nganga? Pourquoi le Congo n'arrive pas à progresser? Les nations dans le monde développent à cause des idées. Les nations dans le monde développent à cause des innovations, des idées créatrices, mais aussi d'un leadership et d'une gouvernance de qualité, M. John. Le cas échéant, c'est que le gouvernement de l'époque avait songé à l'insécurité alimentaire, qui aujourd'hui bat son plein. Le Congo aujourd'hui est classé parmi les pays où un quart de la population meurt de faim. Est-ce que vous le savez? Mais que font nos gouvernants? Parce qu'il incombe aux gouvernants, comme État, de réguler la vie sociale de la population. Ils font quoi pour lutter contre l'insécurité alimentaire? Ils importent le maïs de la Zambie. Ça veut dire que nous avons des potentialités de nous nourrir, de nous auto-nourrir et de nourrir aussi l'Afrique. C'était ça l'objectif du projet Bokanga Alonso. Mais qui a détruit ces projets? Il faut le rappeler que ce sont les Indo-Pakistanais que nous avons dans ces pays en complicité avec les hommes politiques de l'Union sacrée de l'époque. Parce qu'après Matata, je te rappelle, après Matata, il y a eu un gouvernement, l'art d'union nationale, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que ceux qui se retrouvaient à l'opposition étaient rentrés dans les affaires. Et c'est à partir de là que les choses ont planté. C'est à partir de là que les choses se sont arrêtées. Parce que ces Indo-Pakistanais, il faut le rappeler, importent tout. Plus de 2 milliards en termes de chiffres, des matières, tout ce que vous voulez, des premières nécessités. Les foufous, les losos et tout ce que vous voulez. Ça veut dire que c'est déjà économiquement quelque chose de très important. Ou quand la République démocratique du Congo veut, n'est-ce pas, s'autonomiser. Qui a mené et qui a autorisé à ces Indo-Pakistanais de vrai en RDC? Posez la question à vos gouvernants. Moi, je vous pose la question. Posez la question à vos gouvernants. Posez la question à ceux qui gèrent la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour stopper cet élan? Non, la question est de ça n'a pas existé parce que l'État a toujours été dépendant en termes de la production agricole. C'est depuis des décennies. C'est quoi la part des Sud-Africains dans le projet Bokanga Alonso? Vous devez demander à Julia Linguete, demander à ceux qui ont enquêté. Nous vous avons dit que le projet Bokanga Alonso est un projet qui a respecté les normes. L'appel d'offres a été lancé. L'exécutant a été recruté. Mais il faut dire que c'est un consortium de plus de 15 entreprises cotées en bourse. African Commodities. Ce n'est pas une firme dont on a inventé pour justement gagner un marché de Bokanga Alonso. Vous comprenez? Dans ce domaine, il fallait avoir un prestataire qui est à mesure d'assurer beaucoup de services à la fois. Produire les engins, produire les semences, réparer les engins, mais aussi la production, la distribution de tous ces éléments. Il fallait avoir un prestataire qui réunit les conditions. Mais qui étaient ces prestataires que vous aviez en RDC, à part African Commodities, qui a été recruté selon les normes? Et parce qu'à suivre les gens, ils pensent que le recrutement de gré à gré, c'est de l'entorse. Ça n'existe pas. Or que ça existe. Voilà le grand problème aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous commencez par analyser les fonds du dossier,
c'est tellement vide que vous n'avez même pas envie de progresser. Mais cependant, parce que Félix Antoine Tshisekedi voit en Matata un prochain remplaçant, il veut à tout prix les coincer. D'abord, il a commencé par chercher à le faire adhérer à l'Union sacrée. Matata Ponyo a refusé. C'est d'où a commencé même cette crucifixion de Bokanga Lonzo. C'est d'où a commencé cet acharnement politique. C'est d'où a commencé cette persécution politique. Ensuite, on l'a encore cherché pour adhérer le gouvernement d'Union nationale qui arrive. Mais quand Matata dit son nom, ça reste un nom. Mon frère, vous savez que c'est tentant hein, quand on vous propose de prendre les commandes d'un service donné dans l'appareil de l'État. C'est tentant qu'on vous dise, sois mon premier ministre. S'il faut voir les avantages et rester à l'opposition, je ne pense pas que si c'était vous, vous allez résister. Mais Matata, c'était quelqu'un de l'éthique. C'est quelqu'un de norme. Il ne travaille pas pour gagner pour soi-même, mais il travaille pour la production des résultats institutionnels qui défient l'usure du temps. C'est quoi l'héritage de Matata Ponyo en étant Premier ministre? L'héritage qu'il a légué aux Congolais après son passage à la primature de la RDC? Peut-être que ceux qui vous suivent ont déjà la réponse à votre question. Je vous donne des éléments. Quand aujourd'hui, tout Congolais se retrouve responsable devant son guichet pour récupérer son argent, c'est grâce à qui? Il y a encore des problèmes là-dessus. Non. Il faut d'abord commencer par louer l'initiative qui faisait perdre à l'État plus de 10 millions de dollars le mois. J'ai dit plus de 10 millions de dollars le mois. Les paiements des salaires, la bancarisation. C'est une prouesse. Aujourd'hui, si vous parlez de la TVA, les gens ne savent pas et ne comprennent même pas que c'est lui qui a mis en place la TVA, c'est Matata Ponyo. Si aujourd'hui on parle de l'OADA, à 16%. Mais exactement, ça a permis à l'État de consolider les moyens pour, n'est-ce pas, construire une base solide en finances publiques. C'est grâce à Matata. Des réformes dans le domaine financier, dans le ministère des Finances, c'est Matata. La loi sur la LOFIP, c'est Matata. Encore une fois, il faut dire que sous Matata, nous avons réalisé pour la première fois des excédents budgétaires à hauteur de 1,644 milliard, ce qui ne s'est jamais fait depuis l'accession du pays à l'indépendance. Non, le budget n'est pas, il faut ici préciser, l'élément clé qui identifie la production de la richesse d'un État. Vous comprenez? Il faut voir le solde budgétaire. Et je vous rappelle que depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, peu importe ce qu'on vous crie, 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards, le solde budgétaire a toujours été négatif. C'est-à-dire que les prévisions de l'État et les réalisations ne sont jamais en harmonie. C'est pour dire que les dépenses ont toujours, n'est-ce pas, dépassé au loin les prévisions budgétaires. Voilà le problème aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive pas à créer des richesses à cause des incantations. Et les gens qui vivent aujourd'hui en République démocratique du Congo savent mesurer les conditions de l'amélioration des conditions de vie de la population hier et aujourd'hui. C'est-à-dire que même avec les 15 milliards, nous avons plus de routes. Avec les 15 milliards ou les 20 milliards, si vous voulez, nous avons beaucoup de problèmes. Avec les 20 milliards, nous avons aujourd'hui l'insécurité grandissante qui fait perdre plus de 9 000 à 10 000 Congolais avant que Tshisekedi ne aille aux États-Unis pour signer un accord, signer des traités qui détruisent l'avenir de cette nation. On a signé un accord de principe. Qu'en pensez-vous? Non, mais il faut lire l'accord de principe en question pour comprendre tous les brouhaha qu'on attendait du pouvoir ici. Vous l'avez lu. Ça a été réduit en cendres. Le Rwanda n'a rien perdu. Par contre, nous avons signé bandé de choses incommensurables. Justement pour vous prédéfinir une chose. Félix Tshisekedi est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Même s'il faut vendre la capitale, la ville-province de Kinshasa. Avez-vous lu cet accord de principe? Mais tout à fait. Nous l'avons lu. Posez la question à ceux qui l'ont lu. Voyez les commentateurs, ce qu'ils disent. Vous allez vous rendre compte que la RDC a commis une bévue parce que nous avions toujours dit que le conflit ne se règle pas aussi forcément par les armes. Est-ce que l'accord de principe est un accord? Non, mais qu'est-ce que c'est qu'un accord de principe? Définissez par là et comprenez. Comprenez maintenant que c'est le début d'un accord qui existe dans le vrai.
Quand vous signez, c'est entre pays. Vous ne signez pas de vous rencontrer pour vous amuser. On ne parle pas des cessations, des hostilités de toutes les deux parties. Cet accord de principe parle déjà de la co-gestion de nos ressources minières. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous allons co-gérer la RDC avec la République du Rwanda. Non, ça c'est fort ça. Mais écoutez, lisez. Je suis, j'ai lu, partout j'ai vu, il n'y a pas ce que vous dites. Oui, c'est parce que vous n'avez pas bien lu. Si vous avez lu, vous n'avez pas bien lu. Sérieusement. Alors je vous recommande de relire cet accord de principe. Vous allez vous rendre compte que Tshisekedi est sur le point de vendre même la RDC pratiquement pour rester au pouvoir. Vers la fin de notre entretien de ce jour, j'ai une question à vous poser. Entre un accord qui est signé au vu et au su de tout le monde et présenté publiquement, bon, un accord de principe s'il faut le dire, et un accord signé nuitamment à l'insu de tous, qui contient des compromis. Que préférez-vous? Non, tous les deux, on ne préfère aucun parce que ça ne joue pas à l'avantage de la population. Nous avons des dirigeants égoïstes qui ne voient que l'opportunité de perdurer au pouvoir. Je dois vous rappeler qu'il y a quelques temps passés, Félix Antoine Tshisekedi battait campagne tout son gouvernement, en dehors des bureaux et des ministères, pour le changement de la Constitution, avec un seul objectif, c'est maintenir encore une fois le plus longtemps possible au pouvoir. Non, c'est la réalité. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé face à l'agression et tout ce que nous avons vu comme guerre à l'est du pays? Parce qu'il incombe à l'État la responsabilité de protéger les citoyens qui ont échangé leur liberté à la protection des dirigeants. Vous voyez? Donc, en effet, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Il a marché partout. Son gouvernement qui s'est retrouvé au cabinet, tout le monde battait campagne pour l'adhésion dans l'armée. Mais qu'est-ce que ça a produit? Il faut se poser des questions. Mais aussi, il faut rappeler, cher John, que Napoléon Bonaparte disait qu'une paix doit être victorieuse. Une paix qui a été obtenue grâce à des conciliabules et des arrangements n'est toujours pas une paix durable. La preuve, c'est que nous avons eu beaucoup de désaccords dans ce pays. Nous avons signé beaucoup de traités dans ce pays. Même sur la gouvernance, vous comprenez? Nous avons signé des arrangements. Mais cependant, nous avons compris à l'époque que les arrangements et tous les traités ne servaient à rien si on n'était pas à mesure de posséder une armée dissuasive. Une armée compétente a imposé par force de feu le respect dans la sous-région. La preuve, c'est que Kabila a commencé à construire une armée forte. Et avec cette armée nous avions réussi à l'époque à défenestrer les M23. Les M23 a été vaincu militairement. Vous avez l'accord? Vous avez l'accord? L'accord dont je vous parle. Est-ce que vous avez l'accord? Qui a été signé à l'insu de tous. Est-ce que vous avez l'accord? Ce sont des supputations, mon frère. À votre niveau, vous ne pouvez jamais descendre à ces analyses. Que le M23, parce que le FARDC de l'époque s'était battu contre le M23 lors de la prise de Goma. Non, mais les FARDC ont défenestré les M23 jusqu'à loin au Rwanda. Écoutez, je vous rappelle, ne sapez pas la mémoire de Mamadou Ndala. Ne sapez pas la mémoire de ceux qui sont morts, les Baouma et les autres. Nous avons perdu des vaillants combattants à cause de cette guerre des M23. Le général qui était aux commandes de l'opération est aujourd'hui vivant. Didier Toumba se retrouve là. Vous comprenez? C'était une opération menée par l'armée congolaise, nos forces, nos FARDC. Et donc, en effet, c'est aussi, principalement, les commandements qui fait un grand défaut aujourd'hui. Mais à l'époque, nous avions un commandement orthodoxe, un commandement respectable, qui a aidé à ce que nos militaires puissent être à mesure de défenestrer les ennemis. Mais attendez, quand vous parlez de mixage et de brassage, qu'allez-vous dire aujourd'hui avec l'accord que signe le gouvernement avec les M23? Ce ne sera pas du mixage et du brassage? Donc voilà, on a passé tout son temps à insulter le mixage et le brassage pour le refaire. Le problème aujourd'hui, c'est le leadership défaillant des dirigeants politiques à la tête de la République démocratique du Congo. Incarne une nouvelle vision de leadership. Pour ceux qui savent. Comment dirais-je, pire même aux attentes des Congolais. Écoutez, pour ceux qui savent, cet homme, je ne dirais pas assez, ils savent que sous la gouvernance des Matata Ponyo de l'époque,
les gens ont senti l'espoir revenir. Les gens ont senti le développement arriver. Les gens ont senti le progrès se matérialiser par l'amélioration des conditions de vie de la population. On va chuter par là. Qu'est-ce que Matata Mponyo n'a pas fait comme Premier ministre qu'il compte faire comme président de la République? Écoutez, ce que Matata Mponyo a fait à l'époque, il n'était pas le premier citoyen. Matata Mponyo n'était pas le premier citoyen. C'est-à-dire qu'il faut le dire en le terme clair qu'il le faisait aussi sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila, de l'époque. Mais aujourd'hui, avoir un dirigeant de qualité, c'est ce qu'il nous faut pour le progrès de notre nation. Mais avoir un individu, un monsieur comme Matata Mponyo à la tête de notre nation sera une bénédiction de par la maîtrise de la gestion de la chose publique qu'il a. Merci de par la compétence, mais aussi la qualité des services rendus dans les institutions par des réalisations qui défient l'usure du temps. Merci. L'avoir à la tête de la RDC permettrait, cher John, à ce que nous puissions faire un pas de progrès vers la trajectoire du développement. Mais cependant, ça ne peut pas se faire avec Matata Mponyo seul. Ça se fera par la composition de l'intelligence des savants congolais, des sachants congolais, comme vous, M. John, afin que notre pays puisse se remettre sur la trajectoire de développement. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Joseph Edeba, je rappelle que vous êtes cadre de leadership, gouvernance et développement de Matata Mponyo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, que la paix règne chez vous. Ayons l'amour du Congo et du Congolais. Que la haine quitte nos cœurs. Au revoir.